OK, alors bonjour tout le monde. Alors maintenant, on va faire l'examen de automne 2021. Alors si j'ai mes étudiants de l'hiver 2022, c'était votre TP. Alors, votre TP avait des choix de réponse, mais les examens n'ont pas de choix de réponse. Alors, c'est l'examen de l'automne 2021. Juste pour vous dire que je mets tout le temps la question la plus facile à la question numéro 1. Je mets tout le temps une question relativement facile, justement pour déstresser mes étudiants. Alors, quand vous faites un de mes examens, commencez tout le temps avec la question 1. Je mets la question la plus facile. Je peux me reprendre pour les autres questions. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire la question 1, n'oubliez pas qu'il y a une date limite d'abandon. Alors, question numéro 1, le taux effectif est de 4,25 %. On a un prêt de 420 000 remboursé avec des paiements à la fin de chaque mois pendant 30 ans, donc 360 paiements. Quel est le montant de la mensualité? Donc, on doit convertir 1 plus le taux effectif est égal à 1 plus I12 sur 12 à la puissance 12. Alors, on doit convertir effectif à périodique mensuel. Alors, 0,34745 %. Alors, la valeur actuelle de 360 paiements de R qu'on recherche au taux d'intérêt mensuel de 0,34745 est égal à 420 000. Donc, present value 420 000, N 360, I 0,34745. Compute paiement nous donne 2046 et 38. Question numéro 2. Le solde d'un prêt est de 185 883,60. Il reste 120 paiements mensuels de 1961,51. Quel est le taux d'intérêt effectif? Alors ici, je pense que j'ai donné 2 questions basiques pour l'examen. Alors, la valeur actuelle de 120 paiements de 1961,51 est égale à 185 883,60. Donc, present value, paiement, N est égal à 120. Compute taux d'intérêt, ça va nous donner notre taux d'intérêt mensuel périodique. Alors, 0,40741 %. 1 plus I12 sur 12 à la puissance 12 est égal à 1 plus effectif. Donc, ça nous donne un taux d'intérêt effectif de 5 %. Question numéro 3. Alors, le taux effectif est de 9 %. Un employé de 25 ans placera 18 % de son salaire dans un REER au début de chaque année. Son salaire actuel est de 75 000 et on assume des indexations salariales de 3 % par année. Alors, G est égal à 3 %. Alors, le premier paiement, c'est 18 % de 75 000. Le dernier versement sera le jour de son 64e anniversaire. Quelle est la valeur accumulée le jour de son 65e anniversaire? Donc, on va calculer la valeur AT est égale à 64 ans, fois 1 plus I, va nous donner la valeur AT est égale à 65 ans. Donc, il met 18 % de son salaire au début de chaque année. Alors, aujourd'hui, il va mettre 18 % de 75 000 dans son REER. Alors, la valeur accumulée après tous les paiements, alors son premier paiement est à 25 ans, son dernier paiement est à 64 ans. On aurait tendance à penser qu'il y a 39 paiements, 64 moins 25. Mais si je vous dis qu'il y a des paiements de 25 ans à 65 ans, il y a 2 paiements. 26 moins 25, c'est 1. Donc, de 25 à 64, ce n'est pas 39, c'est 40. C'est dans la section astuces, c'est une pogne qui revient à quasiment tous mes examens. Donc, la valeur accumulée, on fait juste plugger la formule, N est égal à 40, G est égal à 3 %, I est égal à 9 %. Alors, c'est la formule de valeur accumulée. Au moment du dernier paiement, le jour de son 64e anniversaire, il va avoir 6 333 161. Un an plus tard, il y a 6 333 000 qui va être placé à du 9 %. Il va avoir 6 903 145,50. Pas pire, 570 000 de gains dans une année. Question numéro 4. Le taux effectif est de 10 %. Une personne prend sa retraite le jour de son 65e anniversaire. Le premier versement de rente annuel et perpétuel de 32 000 est à 65 ans, le jour de son anniversaire, et chaque paiement subséquent est indexé de 3 %. Quelle est la valeur de la rente le jour de la retraite? Alors, aujourd'hui, il prend sa retraite à 65 ans. Il y a un premier paiement qui se fait aujourd'hui. Donc, la valeur de la rente, c'est la valeur actuelle de tous les paiements futurs. Alors, il y a un 32 000 qui va être versé aujourd'hui.
Et 32 000 indexés de 3 %. Alors, 32 000 fois 1,03 dans une période et chaque période subséquente va croître à du 3 %. Alors, ici, il y a deux façons de faire ce problème. Vous allez aussi trouver ça dans la section astuces. Alors, pour toutes les rentes en progression géométrique et toutes les rentes perpétuelles, pour que la formule fonctionne, quand tu fais ton calcul de valeur actuelle, le premier paiement doit être dans une période. Alors, pour toutes les perpétuités et toutes les progressions géométriques, le premier paiement doit être dans une période. Aujourd'hui, on a un paiement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut séparer ça en deux parties. Il y a 32 000 aujourd'hui et il y a toutes les rentes des paiements futurs. Alors, dans une période, tu vas avoir 32 000 indexés de 3 % et toutes les périodes subséquentes vont croître à du 3 %. Donc, deux façons de le faire. La valeur à 65 ans, c'est le 32 000 qui est reçu aujourd'hui. Plus, dans une période, tu vas avoir 32 960. Alors, la valeur actuelle des paiements de 66 à l'infini, mais c'est tout simplement le paiement dans une période divisé par I moins G. Erreur commune, j'ai des étudiants qui vont mettre 32 000 au temps 0 et 32 000, encore une fois, au temps t est égal à 1. Chaque paiement subséquent croît de 3 %. Donc, ça nous donne la valeur actuelle de tous ces paiements, 502 857. Une autre façon de faire le calcul, c'est que le premier paiement est à 65 ans. On peut se placer, le premier paiement est à 65 ans, on peut se placer à 64 ans, calculer la valeur, et la valeur à 65 ans, c'est 64 ans fois 1 plus I. Donc, à 64 ans, la valeur de la rente, c'est 32 000, le premier paiement à 65 ans, divisé par I moins G. Et cette valeur est de 457 000. Et la valeur au temps t est égale à 65, c'est égal à la valeur au temps t est égale à 64. La valeur à t est égale à 64 fois 1 plus I. Alors, je répète, alors, pour les progressions géométriques et les progressions perpétuelles, alors les annuités perpétuelles, le premier paiement doit être dans une période. Donc, si je me mets à 64 ans, la valeur du premier paiement de 32 000 est à 65 ans divisé par I moins G me donne la valeur à 64 ans. Et donc, la valeur à 65 ans, c'est tout simplement cette valeur à 64 ans fois 1 plus I. Et donc, ça me donne 502 857. Alors, deux façons d'arriver à la réponse. Question numéro 5. Taux d'intérêt convertible 12 fois par année, crédité 12 fois par année. Alors, I12 est égal à 4,5 %. Un prêt de 450 000 est remboursé avec des paiements mensuels pendant 20 ans, 240 mois. Quelle est la valeur des intérêts versés avec le 13e paiement? Alors, c'est une question qui revient à tous les examens. Quel est l'intérêt ou le principal crédité après N paiement? Donc, si on veut savoir quel est l'intérêt crédité avec le 13e paiement, on doit calculer le solde du prêt après 12 paiements et fois I va nous donner les intérêts crédités pour la période suivante. Donc, on trouve le taux d'intérêt mensuel. Alors, si I12 est égal à 4,5 %, I12 sur 12 est égal à 0,375 %. La valeur actuelle de 240 paiements en fin de période de R escompté à 0,375 % est égale à 450 000 et ça nous donne le montant de la mensualité. Après 12 paiements, après une année, il nous reste 228 des paiements de 240 à payer. Donc, la valeur actuelle des 228 paiements qui restent, c'est le solde du prêt ou le outstanding balance après 12 paiements, la valeur des 228 paiements qui restent. Et donc, le solde du prêt après une année, 435 796. Donc, après 12 paiements, il reste un principal de 435 796 à payer. Et donc, la période suivante, la 13e période, les intérêts qui vont être crédités avec la 13e période, c'est le solde au début de la période, donc après 12 paiements, le solde après 12 paiements, fois I, qui est tout simplement l'intérêt crédité avec le 13e paiement. Alors, on se demande quel est l'intérêt crédité avec le 13e paiement. Donc, on doit savoir quel était le solde du prêt au début de la période. Et au début de la période, c'est le solde après 12 paiements. Donc, il y avait 240 paiements initiaux, il y en a 12 qui ont été faits. Le solde du prêt va être la valeur actuelle des 228 qui restent.
Et donc, on calcule l'outstanding balance au temps t est égal à 12 et on multiplie ça par le taux d'intérêt périodique pour savoir quels seraient les intérêts crédités avec le 13e paiement. Question numéro 6. Question numéro 6. Taux d'intérêt convertible 12 fois par année de 6 %, donc le taux d'intérêt mensuel est de 0,5 %. Un prêt de 500 000 est remboursé avec des paiements à la fin de chaque mois pendant 25 ans. La première année, les paiements mensuels sont de 5 000. Les années suivantes, les paiements mensuels sont de R. Donc ici, on n'avait pas un paiement de R pendant les 25 ans. 5 000 par mois pendant 12 mois et R par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer le solde du prêt après 1 an. Et on va tout simplement amortir ce solde sur les 24 ans qui restent. Donc, quel est le solde après 1 an? C'est 500 000 crédités avec 1 année d'intérêt. Donc, on peut convertir 0,5 % par mois en effectif et de faire fois 1 plus I. Alors, dans une période, dans 1 an, le 500 000 est crédité à du 0,5 % par mois pendant 12 mois. Alors, on crédite 1 année d'intérêt aux 500 000. Mais on va soustraire la valeur accumulée des 12 paiements. Pourquoi? On fait le calcul dans 12 mois. Donc, on va avoir fait 12 paiements de 500 000 à du 0,5 %. Et donc, après 1 an, le solde du prêt est de 469 161,09. Ce 469 000 va être amorti sur les 24 ans qui restent ou les 288 années qui restent. Alors, la valeur actuelle de 288 paiements à 0,5 % est égale à 469 000. Donc, N est égal à 288, I est égal à 0,5, present value est égal à 469 000. Compute paiement, ça nous donne la nouvelle mensualité. Donc, en d'autres mots, si on aurait amorti sur 25 ans avec R, on aurait eu un R entre… La première année, on paye bien plus que ce qui était nécessaire. Donc, on fait des paiements supplémentaires la première année et donc le solde du prêt est réduit. Et donc, pour les 24 années, on a un montant moins important à payer. Question numéro 7. Taux d'intérêt effectif est de 3,25 %. Il reste 14 années pour un prêt à être remboursé. Les paiements mensuels sont de 1 324,87 $. Quel est le solde du prêt dans 1 an? Donc, le solde du prêt dans 1 an, oui, honnêtement, quand j'ai créé cette question, je pense que j'ai passé à travers toute une démarche pour arriver à la réponse, puis j'avais réalisé en corrigeant l'examen qu'il y avait une solution très facile pour y arriver. Donc, c'est aujourd'hui, il reste 14 ans. Dans 1 an, il reste 13 ans de paiement. Donc, 13 ans de paiement, c'est 156 paiements. Le taux d'intérêt effectif est de 3,25 %. Donc, on convertit effectif à mensuel périodique. Et donc, dans 1 année, le solde du prêt, c'est la valeur actuelle des 13 années qui restent ou la valeur actuelle des 156 mois, de 156 mensualités de 1 324,87 $. Donc, le solde du prêt dans 1 an est égal à 168 872. OK, alors, question numéro 8. Alors, le taux effectif d'intérêt de 5 %, une hypothèque de 312 000 est remboursée avec des paiements mensuels sur 20 ans, donc 240 paiements. Quel est le montant du principal remboursé avec le premier paiement? Alors, ici, il y a 2 façons qu'on peut le faire. Alors, tu peux calculer la mensualité, calculer les intérêts crédités avec le premier paiement et la différence entre la mensualité et les intérêts crédités nous donnerait le principal. Ou ben donc, on peut calculer le solde au temps 0, qui est 312 000, le solde au temps 1, qui est la valeur actuelle des 239 paiements qui restent. Et la différence entre les deux va nous donner notre valeur. Donc, je pense que je l'ai faite. De quelle façon que je l'ai faite? Alors, taux effectif de 5 %, on convertit à mensuel périodique. Alors, 0,40741 % par mois. Alors, 312 000, c'est la valeur actuelle de 240 paiements de R à 0,40741. Donc, present value, N est égal à 240, I est égal à 0,407. Donc, la mensualité est égale à 2 039,97 $. Par contre, ici, je dois mentionner une chose. Dépendant de l'arrondissement, supposons que vous avez arrondi ça à 0,41, je vais le voir dans la réponse. Ne vous inquiétez pas pour les arrondissements, c'est vu. Donc, le solde du prêt après au temps 0, c'est la valeur du prêt. Le solde du prêt dans 1 année, c'est la valeur actuelle des 239 paiements qui restent.
donc 311. Donc, si le solde du prêt au temps zéro, c'est 312 000, le solde du prêt après un mois, c'est 311 231. La différence entre les deux, c'est le principal qui est remboursé. Une autre façon qu'on peut faire cette question, on connaît la mensualité. On peut prendre 312 000 fois 0,407 % et ça va nous donner les intérêts qui sont crédités, qui seraient aux alentours de 1 200 $. On va soustraire le 1 200 $ du 2039 et ça va nous donner le même 768,84. Donc, question suivante, problème numéro 9. Le taux d'intérêt annuel capitalisable 12 fois par année, I12, est de 3,56 %. Un prêt de 388 sera amorti sur 20 ans avec des paiements mensuels 240 mois. Après 5 ans, le prêt est renégocié au nouveau taux de 5,16 % capitalisable 12 fois par année. Alors, I12 a grimpé. La durée du prêt demeure inchangée. Quelle est la nouvelle mensualité? Donc, les taux d'intérêt ont grimpé pas mal. Alors, c'est pour ça, alors, à l'automne 2021, on commençait à prédire que l'inflation était pour arriver. Alors, ceux qui ont une hypothèque qui est renégociée à chaque 5 ans, peut-être que la prochaine fois que vous renégociez, du moins en date de 2022, quand vous renégociez votre prêt, si les taux d'intérêt ont grimpé, votre mensualité va grimper elle aussi. Donc, si le taux d'intérêt I12 3,56, I12 sur 12, c'est 0,29667. Present value, 240 paiements, taux d'intérêt, compute paiement, et ça nous donne une mensualité de 2 262,22. Après 5 ans, le prêt est renégocié, donc on doit calculer le solde. Alors, après 5 ans, il reste 15 années de paiement, donc il reste 180 paiements de 2 262 à ce taux d'intérêt 0,29667. Donc, ça veut dire qu'il vous reste 315 146,54 à rembourser sur votre prêt. Et maintenant, le prêt est renégocié au nouveau taux d'intérêt de 5,16. Alors, le taux d'intérêt a augmenté d'environ 1,6 %. Le taux nominal a augmenté de 1,6 %. Donc, on doit calculer un nouveau taux d'intérêt mensuel périodique. Et les 180 paiements vont maintenant être escomptés à ce nouveau taux d'intérêt mensuel pour rembourser le solde du prêt de 315 000. Donc, present value, N est égal à 180. Taux d'intérêt est maintenant de 0,43 %. Compute paiement nous donne 2 518,50 la nouvelle mensualité. Alors, vous voyez que la mensualité, elle a augmenté. Pourquoi le taux d'intérêt a augmenté? Donc, de 2000 à 2020, les taux d'intérêt étaient en chute libre, mais pour la première fois, on pense que les taux d'intérêt vont grimper. Question numéro 10. Le taux effectif d'intérêt de 7,21 %. Le prix d'une obligation d'une durée de 14 ans avec une valeur nominale de 1 000 $ est de 992,57 $. L'obligation verse un coupon semestriel de C. Maintenant, si les coupons sont semestriels, on va calculer un taux d'intérêt semestriel et en conséquence, on va calculer… c'est ça. Alors, si on a le taux d'intérêt effectif de 7,21, on a besoin d'un taux d'intérêt semestriel. Alors, il y a 14 années de paiement, 28 paiements. À la toute fin, la future value va être de 1 000 $ et aujourd'hui, le prix, la present value, est de 992,57 $. Donc, le prix de tout actif financier est égal à la valeur actuelle de tous les cash flows futurs. Donc, si je paye 992,57 $ aujourd'hui, je vais recevoir 28 coupons semestriels de C et après 14 ans ou après 28 semestres, je vais recevoir 1 000 $. Donc, 992,57 $, c'est égal à la valeur actuelle des 28 paiements de C au taux d'intérêt semestriel, plus 1 000 $ qui va être remis dans 28 semestres escomptés au taux d'intérêt semestriel. Donc, future value 1 000, present value 992, taux d'intérêt 3,54226, N est égal à 28, compute paiement, vous allez voir qu'on a un paiement de 35 $. Maintenant, quelle est la valeur de cette obligation dans 6 mois immédiatement après le versement du coupon? Donc, il va rester 27 paiements si le taux d'intérêt effectif grimpe à 7,82 %. Donc, quel est le prix d'une obligation qui a 27 paiements semestriels de 35 $ et 1 000 $ qui va être remis dans 27 semestres, 13,5 années. Donc, on convertit le nouveau taux d'intérêt effectif
apériodique. Encore une fois, on voit que les taux d'intérêt ont grimpé. Et donc, on va escompter l'obligation avec 3,83 %. Donc, après que le prochain paiement va être versé, le prix de l'obligation chute à 944,04. Alors, lorsque les taux d'intérêt grimpent, la valeur de tous les cash flows futurs sont escomptés à un taux d'intérêt plus fort. Donc, la valeur actuelle de tous les cash flows, elle est plus basse. Donc, quand les taux d'intérêt grimpent, la valeur d'une obligation baisse. Pourquoi? Les nouvelles obligations qui vont être émises sur le marché vont avoir un coupon plus élevé, vont coûter 1 000 $. Notre obligation, elle a un coupon inférieur, donc nécessairement, elle va coûter moins que 1 000 $. Question numéro 11. Une action est achetée pour 23,65 et verse un dividende trimestriel de 0,64. 3 années plus tard, l'action est vendue après le versement du dividende, donc dans 12 trimestres. Le rendement annuel du placement est de 13,22 %. Que doit être le prix de vente? Donc, on doit convertir un taux d'intérêt effectif dans un taux d'intérêt trimestriel périodique. Donc, effectif 13,22, converti en trimestriel. Alors, 1 plus effectif est égal à 1 plus I4 sur 4 à la puissance 4. On isole I4 sur 4, notre taux d'intérêt périodique trimestriel, 3,15274 %. Le prix de notre obligation au temps t est égal à 0. Elle est égale à la valeur actuelle de 12 paiements de 64 cents, de 12 trimestres de 64 cents, escompté au taux d'intérêt trimestriel de 3,15274 %. Plus, dans 12 trimestres, on va recevoir un certain prix de vente et ça va être escompté à du 3,15 % pendant 12 trimestres. Et ça vaut aujourd'hui 23,65 $. Il y a une façon de faire cette question avec la calculatrice. Alors, cette formule ressemble beaucoup à une formule d'obligation. Present value, 23,65 $, taux d'intérêt, 3,15 %, paiement, 0,64, N est égal à 12, compute future value. Si je reviens à la question 10, juste pour vous montrer, avec votre calculatrice, prix, c'est present value, C, 35 $, c'était le coupon, N, c'est le nombre de paiements périodiques. 1000, c'est la future value. Alors, N, paiement, present value, future value et N. Alors, si vous avez 4 boutons, vous pouvez calculer le 5e. Alors, si vous remarquez la question suivante, question 11, elle ressemble beaucoup. Alors, present value, paiement, N, taux d'intérêt et future value. Alors, votre calculatrice, vous êtes capable de le calculer rapidement. Faites compute future value. Sinon, il faut tout simplement faire 23,65 moins la valeur actuelle de 12 paiements de 64 cents. Ça, c'est égal à P divisé par 1 plus I à la 12. Donc, je multiplie le tout par 1 plus I à la 12 et j'isole mon P12. Le prix au temps T est égal à 12 trimestres. Alors, c'est une façon de le faire. C'est juste pour vous dire qu'il y a des raccourcis pour chacune des questions. Alors, je répète, comment faire cette question avec la calculatrice? Alors, pour une obligation, present value, c'est PV. Future value, c'est 1000, c'est la valeur future. Paiement, c'est le coupon, le paiement périodique. N, c'est le nombre de paiements périodiques. Et I, c'est le taux d'intérêt. Ici, vous avez une formule qui ressemble beaucoup à ça. Alors, la valeur, le prix de l'action, c'est la present value. Le paiement périodique, au lieu d'être un coupon, c'est un dividende trimestriel. Alors, paiement est égal à 0,64. Il y a 12 paiements trimestriels, N est égal à 12, et le taux d'intérêt est de 3,15274 %. Donc, à la toute fin, on va vendre l'action pour sa valeur. Donc, si vous faites compute future value, ça va vous donner 25,16. Question numéro 12. Les actionnaires s'attendent à un rendement annuel de 10 %. Le bénéfice net par action du dernier trimestre, alors dans le passé, est de 2,48 et la compagnie verse 45 % de ses bénéfices sous forme de dividendes. Donc, le dernier dividende, alors le dividende de la session passée, c'était 45 % de 2,48. Elle envisage une croissance de 1,125 % par trimestre. Quel doit être le prix de l'action? Donc, le prix de l'action au temps 0 est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G.
Donc, vous pouvez calculer le dividende au temps 0 fois 1 plus G pour avoir le dividende au temps 1. Ou bedon, vous pouvez calculer les earnings per share de la prochaine session et la compagnie verse 45 de ses earnings per share sous forme de dividende. Donc, on convertit 10 effectif en trimestriel périodique. Le earnings per share du dernier trimestre était de 2,48. Le dividende hier était selon ce chiffre 45 de 2,48. Donc, le dividende dans la prochaine session va être 45 du profit par action, bénéfice par action. Donc, ça va être 2,48 avec une période de croissance, fois 1 plus le taux de croissance. Donc, le prochain trimestre, on s'attend à des bénéfices par action de 2,5079. Et 45 de ce montant va être versé sous forme de dividende. Donc, le dividende au temps 1 va être 1,1285. Vous auriez pu faire 2,48 fois 0,45, qui est le dividende au temps 0, fois 1 plus G, va vous donner encore une fois 1,12,85. Mais c'est ce que j'ai fait ici. Alors, le dividende au temps 0 était de 1,116. Si on fait une période de croissance, ça nous donne 1,12855. Et le prix de l'action, c'est tout simplement égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G. Mais maintenant, R, c'est le taux périodique. Alors, les dividendes sont versés trimestriellement. Donc, on va utiliser un taux d'intérêt trimestriel. Donc, dividende au temps 1 divisé par R moins G et ça nous donne le prix de l'action au temps T est égal à 0. Alors, question 13. Une action vient tout juste de verser un dividende annuel de 5,64. Donc, ici, les dividendes sont annuels, alors on peut utiliser un taux effectif. Le taux de croissance attendu pour les 4 premières années est de 30 %. Par la suite, la croissance attendue est de 5 %. Donc, si le taux d'intérêt est plus petit que le taux de croissance, notre formule ne fonctionne pas. Parce que, regardez, si vous faites la projection de vos dividendes à du 30 % à l'infini, et vous escomptez à du 12 %, mais je veux dire, c'est une fonction qui va diverger. Donc, à court terme, tu vas avoir un taux de croissance qui est énorme, mais à long terme, tu vas avoir un taux de croissance qui ressemble plus qui va être entre le taux d'inflation et le taux d'intérêt. Alors, par la suite, la croissance perpétuelle, elle est de 5 %. Les actionnaires s'attendent à un rendement annuel de 12 % si l'action est vendue pour 253,71 après 5 ans. Que doit être le prix d'achat? Donc, le prix de tout actif financier est égal à la valeur actuelle de tous ces cash flows. Donc, ça va être égal à la valeur de 5 dividendes, plus après le 5e dividende, on va avoir vendu l'action pour le prix au temps T est égal à 5. Donc, au temps T est égal à 0, la valeur de l'action, c'est égal au dividende au temps 1 escompté avec une période d'intérêt, dividende 2, 2 périodes, dividende 3, 3 périodes, dividende 4, 4 périodes. Au temps 5, on va recevoir le dividende et immédiatement après avoir reçu le dividende, on vend l'action pour son prix au temps T est égal à 5. Et c'est escompté avec 5 périodes. Donc, les 4 premiers dividendes, alors, les 4 premiers dividendes vont croître à du 30 %. Donc, au temps 0, on payait 5,64. Au temps 1, 2, 3 et 4, ils vont croître à du 30 %. Donc, 5,64 fois 1,3, c'est 7,33. Fois 1,3, c'est 9,53. Fois 1,33, c'est 1,30, c'est 12,39. Fois 1,3, c'est 16,11. Par la suite, alors les 4 premières années, on a une croissance de 30 %. Par la suite, le dividende au temps 5 et tous les dividendes subséquents vont croître à du 5 %. Donc, le dividende au temps 5. Et je vous donne ici le prix au temps 5 de l'action de 253. Donc, c'est tout simplement la valeur actuelle des 4 premiers dividendes au temps 1, 2, 3 et 4. Au temps 5, on reçoit un dividende de 16,91 et par la suite, on va vendre l'action pour 253,71, escompté pendant 5 périodes. Et la valeur actuelle de ces cash flows est égale à 186,76. Donc, avec la calculatrice, il y a une façon de rentrer ça dans les registres. Cash flow 1, 7,33. Cash flow 2, 9,53. Cash flow 3, 12,39. Cash flow 4, 16,11. Cash flow 5, 16,91 plus 253,71. Et vous faites Compute NPV. Ça va vous demander le taux d'intérêt. Vous mettez 12 %. Vous faites Compute NPV encore une fois et vous arrivez à 186,71. Alors, question 14. Le rendement attendu du marché est de 10 %. La corrélation entre une action et le marché est égale à 1. Alors,
Il y a quelque chose qui est là. L'écart type du titre est égal à l'écart type du marché. L'action vient tout juste de verser un dividende annuel de 3,02. Le dividende au temps 0, 3,02. Chaque dividende subséquent est indexé de 2,5 %. Que doit être le prix de l'action? Maintenant, la corrélation entre le rendement d'une action et le marché est égale à 1. Ça veut dire que la covariance entre le titre et le marché, c'est égal à 1 fois l'écart type du titre fois l'écart type du marché. Donc, c'est sigma, alors sigma du titre ou sigma du marché, n'importe quel sigma que tu veux, sigma carré. Et quelle est la variance du marché? Encore une fois, c'est sigma du marché au carré, alors sigma au carré. Donc, bêta est égal à la covariance divisée par la variance du marché. Oups. Alors, la covariance divisée par la variance. Alors, si sigma carré est divisé par sigma carré, donc le bêta est égal à 1. Donc, le rendement des common shares est égal au taux sans risque fois 1 fois le rendement du marché moins le taux sans risque. Ou bien donc, le taux sans risque plus le rendement du marché moins le taux sans risque. En d'autres mots, c'est égal au rendement du marché. Donc, à un examen, il y avait quelqu'un qui m'avait posé est-ce qu'on peut assumer que le taux sans risque est de 3 %? La réponse, c'est non. Tu ne peux pas faire cette hypothèse. Mais tu n'avais pas besoin du taux sans risque. Le bêta du titre est égal à 1. Donc, un bêta de 1, tu devrais avoir le rendement du marché qui est de 10 %. Donc, le prix d'une action au temps t est égal à 0, c'est égal au dividende au temps 1. Alors, le dividende au temps 1, c'est le dividende au temps 0 avec une période de croissance, divisé par I moins G. Ça nous donne 41,27. Question numéro 15. Une compagnie financée par 500 millions en obligations, 10 millions en actions privilégiées et 40 millions en actions ordinaires. Donc, la compagnie, elle vaut 100 millions au livre. 50 % common shares, 10 % preferred, 40 % dette. Et le rendement des common, 50 % c'est de la dette à 5,2 %. 10 % des preferred à 8,5 % et 40 % c'est des common à 12 %. Alors, très important, le coût moyen pondéré du capital, c'est le taux d'intérêt que la compagnie va utiliser pour escompter la valeur de tous ses cash flows futurs pour évaluer un projet. Donc, c'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement après impôt. J'ai 50 % de la compagnie qui est financée par du 5,2 %. Mais ce 5,2 % est déductible d'impôt. Pour chaque 1 $ qui est versé en intérêt, je vais avoir 1 $ de bénéfice imposable de moins et donc je vais économiser le taux corporatif en taxes. Donc, si le taux corporatif est de 25 % et je paye 1 $ en intérêt, mon bénéfice imposable est baissé de 1 $, mes taxes ils baissent de 25 cents. Donc, je paye 1 $ en intérêt, j'économise 25 cents en impôts. Net, je paye 1 moins 25 % ou 75 % de chaque dollar en intérêt. Donc, c'est une question de trouver le taux corporatif. Donc, 5,20 % fois 1 moins le taux corporatif, c'est le taux d'intérêt net d'impôt. 50 % à du 5,20 % plus, alors 50 % de la compagnie à 5,20 % fois 1 moins le taux corporatif. 10 % de la compagnie est financée par des preferred à 8,5. Les dividendes privilégiés et les gains capitaux ne sont pas déductibles pour l'entreprise. Et 40 % de la compagnie est financée par des common qui s'attendent à du 12 %, encore une fois, non déductible. Et on dit que le coût du capital est de 7,6 %. Donc, que doit être le taux corporatif d'impôt? Alors, en isolant, on trouve que c'est du 25 %. Alors, tout le cours Finance 2, alors aujourd'hui, c'est peut-être assez complexe pour vous, mais après le premier cours de Finance 2, vous allez voir que vous allez utiliser ce taux partout. Je veux dire, tout le cours Finance 2, c'est le coût du capital, la valeur de projet. Question 16 maintenant. Le prix d'une action est égal à 115,84. Le taux sans risque est de 3 %. Le rendement du marché est de 10 %. La variance du marché, 1,44. La variance de l'action, 1,21 si c'est nécessaire. Le prochain dividende, le dividende au temps 1, sera versé dans un an. Le dividende au temps 1 est de 7,54. Le taux de croissance des dividendes est de 1,50, donc G est égal à 1,50. Quelle est la corrélation entre le rendement de l'action et celui du marché?
Donc, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que je vous donne corrélation pour calculer covariance, covariance pour trouver bêta, bêta pour trouver le rendement des actionnaires pour trouver le prix de l'action, et vice-versa. Alors, c'est ce qu'on fait ici. Quand même une question qui a l'air d'être assez longue. Alors, le prix d'une action au temps 0, c'est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G. Le dividende au temps 1, il est donné, 7,54, pas besoin de l'indexer, divisé par le rendement des common shares moins le taux de croissance. Et ça vaut 115,84, qui nous donne un rendement de 8,01 8,01 c'est le taux sans risque plus bêta fois le rendement du marché moins le taux sans risque. Donc, on isole notre bêta qui est égal à 0,71556. Bêta, c'est égal à la covariance entre le titre et le marché et la variance du marché. La variance du marché, elle est donnée. Bêta, on l'a calculé. On est capable de trouver la covariance entre le titre et le marché. Donc, la covariance entre le titre du marché est de 1,0304. Et la corrélation, c'est la covariance. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait de cette façon-là, mais la covariance divisée par l'écart-type du titre et l'écart-type du marché est égale à la corrélation. Donc, 1,030418 divisé par la racine carrée de la variance du marché, l'écart-type du marché, divisé par la racine carrée de la variance du marché, 1,44, nous donne une corrélation qui est égale à 0,78064. Question 17, alors c'est des questions de statistiques. Alors, on vous donne la distribution jointe de X et de Y. Alors, le rendement de X, le rendement de Y. Donc, 20 X, 20 du temps, X vaut 5, Y vaut 5. 20 X vaut 10, Y vaut 4. 20 X vaut 15, Y vaut 8. 20 X vaut 20, Y vaut 11. Et 20 X vaut 25, Y vaut 7 Donc, calculer la covariance entre X et Y. Donc, on commence par calculer l'espérance de X. Alors, c'est chaque probabilité fois la possibilité. Alors, 0,2 fois 5, 0,2 fois 10, 0,2 fois 15, plus 0,2 fois 20, plus 0,2 fois 25. Ça nous donne l'espérance de X. On fait la même chose pour l'espérance de Y. Et la covariance entre X et Y, c'est tout simplement la probabilité fois X moins sa moyenne fois Y moins sa moyenne, plus probabilité fois X moins sa moyenne fois Y moins sa moyenne, et ainsi de suite pour les 5 combinaisons possibles. Ça nous donne une covariance de 0,0011. En passant, encore une fois, cette question, vous pouvez tout rentrer ça dans votre calculatrice. Alors, il y a des boutons de statistiques. Moi, je ne connais pas votre calculatrice. Mais cette question, vous avez juste besoin de peser un bouton à la toute fin, Compute Covariance, et ça vous donnerait la réponse. Alors, question 18. L'écart-type du rendement d'un titre est de 0,22. Le prix de l'action est égal à 53,29. L'action vient tout juste de verser un dividende de 4,56. Dividende au temps 0. Le taux de croissance des dividendes, 2,25 Quel est le coefficient de variation du rendement d'un titre? Donc, le prix d'une action est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G. Alors, le taux G, il est donné 2,25 et le dividende au temps 1, c'est égal au dividende au temps 0 avec une période de croissance. Donc, on est capable d'isoler le rendement du titre. Alors, vous avez vu dans le modèle CAPM que le rendement d'un titre, alors le rendement attendu des actionnaires, c'est l'espérance du rendement du titre, le rendement attendu. Donc, ça, c'est la moyenne de 11 J'étais surpris à l'examen. Je ne voulais pas que ce soit un examen qui est tough, mais j'étais surpris qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui ne savaient pas c'était quoi la moyenne du rendement. Alors, l'écart-type du rendement, il est donné 0,22. L'espérance du rendement, c'était le 11 qui était ici. Coefficient de variation, c'est l'écart-type divisé par la moyenne. Et donc, 0,22 qui est donné, divisé par 0,11, 11 et donc le coefficient de variation du titre est égal à 2. Question 19. Le prix d'une action, question 19. Alors, je l'ai fait de deux façons. OK, alors le prix d'une action est de 51,27. Le bénéfice par action d'une compagnie de l'année passée. Alors, earnings per share de l'année passée de 10 et 17. Ça veut dire que le dividende de l'année passée a été basé sur 10 et 17.
Le taux de croissance annuel est de 2,5 %. Donc, le earnings per share de la prochaine année va être 10 et 17 fois 1,025. Le bêta de la compagnie est de 0,8, donc c'est entre 0 et 1, donc tu vas avoir un rendement qui va être moindre que le rendement du marché de 10 %. Le taux sans risque est de 3 %, le rendement attendu du marché est de 10 %. Quel est le taux de rétention de la compagnie? OK, alors ici, on doit calculer le dividende au temps 1 vis-à-vis les earnings per share au temps 1. Alors, le pourcentage qui est versé sous forme de dividende, c'est le taux de distribution des dividendes. Et qu'est-ce qui n'est pas distribué en dividende est retenu par la compagnie? Alors, c'est le taux de rétention. Donc, premièrement, le rendement des actionnaires, c'est le taux sans risque plus bêta fois le rendement du marché moins le taux sans risque. Alors, les actionnaires s'attendent à du 8,6 %. Le bêta est plus petit que 1, donc les actionnaires sont prêts à accepter un rendement moindre que 10 % parce qu'elle est perçue comme moins risquée que le marché général. Le prix d'une action est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G. R, on l'a calculé, G y est donné et le prix de l'action y est donné, 51,27. Donc, on isole le dividende au temps 1, qui est de 3,13. Maintenant, quel est le pourcentage qui est versé sous forme de dividende? Bien, on doit savoir quel est le earnings per share attendu de la prochaine année. Alors, le earnings per share de la prochaine année, c'est le earnings per share, le bénéfice par action de la dernière année avec une période de croissance, donc 10 et 42. Donc, ça veut dire qu'on a 10 et 42, chaque action a un profit de 10 et 42. Et chaque action, on va verser 3 et 13 du 10 et 42. Donc, on verse 30 % des bénéfices sous forme de dividendes. Et si on verse 30 % sous forme de dividendes, on retient 70 %. Donc, le taux de rétention, c'est 70 %. Alors, une autre solution que vous pouvez faire aussi, c'est que le dividende au temps 1, c'est égal au dividende au temps 0 fois une période fois 1 plus G. Alors, le dividende au temps 1, on l'a calculé qui était de 3,13. Alors, ça, c'est égal au dividende au temps 0 fois 1 plus G. Donc, le dividende au temps 0 était de 3,05. Et on peut comparer le 3,05 avec le earnings per share de l'année passée. Alors, le dividende de l'année passée était de 3,05. Le earnings per share de l'année passée était de 10,17 %. Donc, encore une fois, on verse 30 % sous forme de dividende et on retient 70 % sous forme de dividende. Au cours 8, on calcule le taux de rétention, on calcule le G et à partir du taux de rétention. Alors, ça, on revient pour l'examen final. Et finalement, la question numéro 20. Alors, ici, souvent dans mes examens, je vais vous demander la question, quelle est la variance d'un portefeuille 1 tiers X, 1 tiers Y et 1 tiers Z? Pour ce faire, vous devez faire 2 portefeuilles. Alors, on commence avec, on vous donne la moyenne et la variance pour X, pour Y, la covariance entre X et Y, et on vous donne le taux sans risque. La variance du taux sans risque, elle est de 0. La covariance entre le taux sans risque et tous les autres titres, elle est de 0. Alors, si je vous demande de calculer la variance d'un portefeuille 1 tiers X, 1 tiers Y, 1 tiers sans risque, je vais commencer avec un portefeuille qui est une demi X, une demi Y. Et je vais calculer la variance de ce portefeuille. La variance de ce portefeuille, c'est la variance de AX plus BY plus C, qui est égale à A carré plus, fois la variance de X, plus B carré fois la variance de Y, plus 2 fois A fois B fois la covariance entre X et Y. Donc, 0,5 au carré fois la variance de X, 0,5 au carré fois la variance de Y, plus 2 fois 0,5 fois 0,5 fois la covariance entre X et Y. Donc, la variance d'un portefeuille 1 demi X, 1 demi Y, c'est 0,07. Maintenant, ça, c'est un portefeuille qui a 50 % X, 50 % Y. Un portefeuille qui est 1 tiers sans risque, 1 tiers X et 1 tiers Y, c'est comme si on avait 2 titres. 1 tiers dans le taux sans risque, plus 2 tiers dans le portefeuille P qu'on vient juste de calculer. Alors, si j'ai 2 tiers de ce portefeuille, j'ai 2 tiers d'un portefeuille qui est à une demi X et une demi Y. Donc, ça veut dire que j'ai 1 tiers X et 1 tiers Y si j'ai 2 tiers de ce portefeuille. Et le reste, 1 tiers qui est dans le taux sans risque. Donc, c'est comme si j'ai la variance d'un portefeuille qui est 2 tiers dans P plus 1 tiers qui est dans le taux sans risque.
Encore une fois, quelle est la variance de AX plus BY plus C? Alors, c'est A carré fois la variance de P, qu'on vient juste de calculer, plus B carré, 1 tiers au carré, fois la variance du taux sans risque qui est de 0, plus 2 fois 2 tiers fois 1 tiers fois la covariance entre le taux sans risque et P, qui est encore une fois 0. Donc, tout ce qui reste, c'est 2 tiers au carré fois la variance de P, qui est égale à 0,03111. Alors, ça, c'est une question qui revient souvent à mes examens. J'aime bien la poser, cette question-là. Et c'est la fin de cet examen.